Je salue aussi les artistes, en particulier mon fils Kensi, qui est venu de la Belgique. Je salue Maga, je salue les filles de Saïwa, c'est ça? Merci à tous. J'ai écrit un livre parce que, pour ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, il faut que nous laissions des traces. Le président Laurent Gbagbo a coutume de dire, lorsque vous marchez, lorsqu'un homme marche, il doit laisser des traces. Et pour nous, ce qui est important, c'est de laisser des traces par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous que l'histoire de l'Afrique a toujours été falsifiée. On nous a dit, l'Afrique n'est pas dans l'histoire, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Comme si nous, on était des animaux, on n'a rien apporté à l'humanité, donc nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire. L'histoire de l'Afrique a été falsifiée. Et pour éviter que l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui est en train de se bâtir sous nos yeux, ne soit falsifiée, nous avons l'obligation et le devoir d'écrire cette histoire-là. C'est la raison pour laquelle moi j'ai écrit cet ouvrage. Dans cet ouvrage, je donne mon témoignage de ce que j'ai vécu en tant que pro-Gbagbo. Je suis pro-Gbagbo, je le revendique, je le suis aujourd'hui, je le serai demain, je le serai après-demain. Il y a des gens qui sont, on va dire, complexés quand on dit oui, c'est le pro-Gbagbo et ils rasent les... Non, c'est un label. Être pro-Gbagbo, c'est un label. Il faut le porter la tête haute. Et moi, je suis très fière quand on dit que je suis pro-Gbagbo. Et donc, dans ce livre-là, j'ai parlé de mon témoignage, j'ai rendu mon témoignage en tant que pro-Gbagbo, la manière dont j'ai vécu la crise post-électorale, la manière dont j'ai été caché à Yopougon, dans la maison de quelqu'un que je ne connaissais même pas, mais qui m'a ouvert sa porte et qui a accueilli dans sa maison d'autres personnes, d'autres Ivoiriens qui fuyaient la barbarie des troupes de Ouattara. C'est de cette histoire-là que j'ai parlé, parce qu'il faut que nos enfants, nos petits-enfants sachent réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Pour ne pas que demain, on vienne leur raconter autre chose. Pour ne pas que demain, on vienne falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est mon témoignage. Mon témoignage de ce que j'ai vécu pendant la crise post-électorale, mais aussi mon témoignage de tout le travail que j'ai appris aux côtés de ce grand homme, de ce grand démocrate, qui est le président Laurent Gbagbo, qui est injustement mis en prison. Mais Laurent Gbagbo est rentré dans l'histoire. C'est un historien, c'est un homme de vision. Il sait très bien qu'il est rentré dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Laurent Gbagbo, les gens, les Africains, commencent à ouvrir les yeux et commencent à regarder, à voir que la CPI a été uniquement créée pour les Africains. Quel est le chef d'État européen qui a été condamné par la CPI? Quel est le chef d'État américain qui a été condamné par la CPI? Et pourtant, c'est tous les jours qu'ils massacrent les peuples. C'est tous les jours qu'en Irak, c'est tous les jours qu'en Afrique, c'est tous les jours que partout, ces Occidentaux vont massacrer des populations. Mais eux, ils ne vont pas à la CPI. Et grâce au fait que Laurent Gbagbo soit à la CPI, les Africains ont ouvert les yeux. Et j'applaudis cela parce que c'est une bonne chose. Que les Africains sortent en masse de la CPI. Ils ont déjà donné le ton à Addis Abeba. Et l'Europe a tremblé. Je me rappelle très bien que les gens étaient très inquiets quand les Africains ont voulu sortir de la CPI. Et ça, c'est grâce à Laurent Gbagbo. C'est grâce à son combat. Dieu l'a amené à la CPI pour qu'il démantèle la CPI. Et la CPI sera démantelée. Et elle ne sera plus là pour juger les Africains. Je voudrais vraiment remercier les filles de Marie Corée pour cette occasion unique qu'elles nous donnent de nous retrouver. Ça fait plaisir d'être avec des amis, d'être avec des gens qu'on aime. On dit dans la Bible que c'est bien pour les frères d'être ensemble. Et je suis très heureuse d'être là. Marie Corée, comme on l'a dit, est une grande dame, une femme de combat. Et c'est bien que vous portiez son nom. C'est une femme de combat. Mais elle n'était pas la seule. Il y avait les Anne-Marie Raji qui étaient dans ce combat. Ces femmes qui ont marché sur Grand Bassam, qui sont allées jusqu'à la prison coloniale pour faire libérer les hommes qui étaient mis en prison, les hommes du RDA, qui étaient emprisonnés. Quand les colons les ont vus, les colons les ont gazés. Ces femmes ont été frappées, humiliées, mais elles n'ont pas renoncé. Dès qu'elles ont fini avec la masse sur Bassam, elles sont revenues pour faire la grève des produits français. Elles ont demandé que sur tous les marchés de Côte d'Ivoire, on n'achète plus les produits français. Et ça, c'était les Anne-Marie Raji, c'était les Marie Corée qui étaient devant. Et ça a porté. Parce que si on n'achète plus vos produits, ça veut dire que vous perdez de l'argent. Et les Français ont eu peur. Et ils ont accepté de libérer les gens qui ont été jetés injustement en prison. C'est le travail des femmes. Quand les femmes se lèvent, le monde bouge. Mais malheureusement, le combat
des femmes de Marie Corée et des femmes qui ont marché sur Grand Bassam a été mal interprété par les gens du PDCI eux-mêmes. J'ai été ahuri quand j'ai entendu le président Houphouët-Boigny dire en son temps que ces femmes, leur combat, ce n'était pas un combat politique, ce n'était pas un combat militant. Elles ont marché sur Bassam parce que leur mari était emprisonné. Ah bon? Il y en avait qui n'avaient pas leur mari en prison, mais c'était la conviction politique qui les avait guidés, qui les avait portés à mener cette lutte-là. Mais on a considéré leur lutte comme une lutte qui se limite juste en dessous de la ceinture, et ça, c'est pas bien. Quand les femmes sont debout, quand les femmes mènent un combat, il faut que ce combat soit respecté. Les filles de Marie Corée, en plus de Marie Corée, vous avez d'autres modèles, et le frère Joseph en a parlé. Il y a Madame Simone Ehime Gbagbo, cette grande dame, cette intellectuelle de haut niveau, parce que beaucoup de gens pensent que Madame Gbagbo est une moins que rien. Non, je suis désolée, Madame Gbagbo est universitaire, elle est chercheure en tradition orale, elle est linguiste, c'est une intellectuelle de haut niveau, Madame Gbagbo. Et Madame Gbagbo n'est pas devenue Madame Gbagbo parce qu'elle a épousé le président Gbagbo. Ils se sont rencontrés dans le combat politique. C'est une femme politique. C'est une syndicaliste de haut niveau. Donc vous avez aussi Madame Gbagbo comme modèle. Vous avez aussi Madame Winnie Mandela. Malgré tout ce qu'on raconte sur elle. Écoutez, une femme, pendant 27 ans, son mari en prison. Si elle a des petits écarts de conduite, est-ce que ça c'est grave? Alors, c'est pas méchant, 27 ans. Si c'était lui l'homme, est-ce qu'il allait pouvoir tenir 27 ans? Alors. Et c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de Winnie Mandela, on voit ces écarts de conduite. Oui, elle a couché avec l'avocat de son mari, mais enfin, 27 ans, c'est pas 27 jours. Et elle était jeune et belle. Et Mandela lui a pardonné, c'est ça qui est le plus important. Et ce que nous devons retenir dans le combat de Winnie Mandela, c'est que c'est une femme de conviction. C'est une femme de combat. C'est ça qui est le plus important. Les défauts, on en a tous. Et ce n'est pas ça qui est le principal. Donc vous avez Winnie Mandela comme modèle. Vous avez Nana Yasantua. Il y a plein de femmes qui sont des femmes modèles, qui sont des femmes importantes, qui sont des figures de proue dans les résistances en Afrique. Je suis en train d'écrire une anthologie là-dessus, sur les femmes résistantes, les femmes noires résistantes en Afrique. Mais ça, on en parlera une autre fois. Je voudrais vraiment vous remercier de votre attention et puis vous dire que je vous aime tous et toutes. Merci pour cette soirée et bonne fête à vous. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très émue. Je suis très émue parce que ce soir nous avons devant nous une femme humble. On dit que l'humilité précède la gloire. Cette femme est humble. Je dis que 2742 enfants ivoiriens meurent de faim au Bénin, au Togo, au Ghana, au Libéria. Qui va nourrir vos enfants? Vous les propagos, les enfants propagos sont dehors, en train de mourir de faim. D'autres ne vont pas à l'école. Je vous en prie, réveillons-nous. Ne sortez pas seuls. Vos femmes aussi, je sais qu'elles sont propagos, vous les hommes. Pourquoi vous venez seuls? Pourquoi vous ne motivez pas vos femmes à adhérer? Pourquoi? Nous aussi, nous sommes les femmes des gens. Oui, nous sommes les femmes des gens. On abandonne nos maris en hiver, en été, sous le soleil. On conduit même jusqu'à La Haye, nous-mêmes, nous les femmes, puis on s'en va. Associez vos femmes, parce que ce sont les femmes qui enfantent. Ce n'est pas les hommes. Faites-leur comprendre que leurs progénitures qu'elles portent 9 mois dans le ventre sont aussi en danger. Ces progénitures n'auront pas de terre si elles continuent de dormir dans les maisons. Vous avez de bons cœurs que vous êtes là ce soir. Votre pays vous tient à cœur. Quand vous dormez d'un seul œil. Parce que vous savez que là-bas, quelque part, vous avez vos enfants, vos frères, vos neveux, des enfants ivoiriens de votre patrie qui meurent de faim. Donc je vous en conjure, faites parler vos cœurs ce soir. Faites parler vos cœurs. Bonne fête à vous et que Dieu vous bénisse. Je demande au premier artiste, Gilles Ismaël.